je suis Chloé Salmon-Le-Gagneur et je suis la responsable de la chaire Bali. Et cet après-midi, j'ai pour mission de vous présenter la chaire en quelques mots, de vous présenter ses membres et d'animer cette table ronde autour de nos travaux. Alors en quelques mots, la chaire Bali, c'est un programme d'enseignement et de recherche qui est donc porté par l'école d'ingénieurs Estia, qui est financé par des membres, ils sont presque tous présents cet après-midi, et qui travaille à trouver des solutions pour les enjeux sociétaux, environnementaux et économiques de l'industrie de la mode et du textile. Donc quelques compléments. L'école d'ingénieurs Estia, c'est une école donc, qui porte la chaire, est une école qui est basée au Pays Basque, qui est une école généraliste, qui travaille beaucoup autour des technologies avancées pour les industries. Donc on est beaucoup sur les sujets usines du futur, industrie 4.0, et c'est ce qui, on va le voir, c'est ce qui anime beaucoup nos travaux. Les membres de la chaire, ils sont 6 membres fondateurs, plus l'école de mode S-Mode qui est également un partenaire. Les 6 membres, alors celui qui est absent aujourd'hui, je vais démarrer, c'est l'entreprise Patatam qui s'appelle depuis quelques jours l'entreprise Rediv et qui est dirigée par Eric Gagnère qui est un acteur majeur de la seconde main en Europe. Et ensuite, donc, je suis accompagnée par Damien Somuro de l'entreprise Decathlon. Decathlon, c'est un des leaders des articles de sport dans le monde. Isabelle Cornu, la directrice générale adjointe du CETI, le Centre européen des textiles innovants, qui est un centre d'innovation qui fait de la recherche appliquée avec des entreprises sur tous les sujets autour de l'innovation textile, vers le recyclage, vers les matériaux biosourcés notamment. Gauthier Bedeck, qui est le responsable innovation du groupe ERAM. Le groupe ERAM, c'est 9 marques de mode et de chaussures, de textiles et chaussures, donc Gémeaux, principalement pour le textile. Et après, il y a 8 marques de chaussures, TBS, Parade, Cécile, mais tu auras la liste bien meilleure que moi. Et puis Sabrina Champeau, qui est la responsable des activités pour Petit Bateau et la responsable de l'atelier de production de Petit Bateau qui est dédié maintenant à la fabrication à la demande et donc au Made in France, et donc qui travaille avec des marques françaises et européennes pour qu'ils puissent fabriquer en France grâce aux facilities, aux équipements de Petit Bateau. Et puis Patrick Bourg, le directeur des opérations de Bellara, qui est une société du digital et qui aide les entreprises de la mode sur tous les sujets supply chain et aussi traçabilité et transparence. Et on va le voir aujourd'hui. Donc merci à vous tous d'être présents autour de nous. Alors on travaille tous ensemble dans la chaire depuis 2017 sur différents sujets, mais principalement autour de la mode circulaire, de la mode agile et de la mode transparente. Et vous allez nous expliquer tout ça. Et sur ces sujets-là, on les adresse autour de thèses, donc de différents travaux. On a des thèses avec des doctorants qui sont recrutés pour travailler sur cette mode circulaire, agile et transparente. On a des groupes de travail et on a aussi pour mission de partager avec l'ensemble de la profession nos différents travaux. Et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, de venir à vous pour les partager. Et ce programme d'enseignement et de recherche, il a aussi donc un volet fort qui est la formation, c'est-à-dire que tout ce qu'on va voir aujourd'hui, tous les travaux qui sont appliqués, toutes les solutions qu'on essaye d'apporter à l'industrie de la mode et du textile, on forme également des élèves ingénieurs sur ces thématiques pour que demain, dans vos entreprises, ils puissent être recrutés et ils puissent vous amener toutes ces compétences. Donc on travaille, je l'ai dit, depuis 2017 sur ces 3 notions qui sont des notions majeures. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mode circulaire, de mode agile et de mode transparente. Et nous, c'est des sujets qu'on a anticipés depuis 4-5 ans, sur lesquels on a déjà des premiers travaux, des premières restitutions. Et ces sujets nous ont permis aujourd'hui de moins subir finalement les enjeux autour de la loi AGEC qui est maintenant en application et qui va se renforcer dès l'année prochaine. Et peut-être qu'on pourrait commencer par toi, Sabrina, sur un des gros volets de la loi AGEC, c'est aussi tout ce qui va être autour de la fabrication, produire plus juste, dans les bonnes quantités. Et c'est un des sujets que vous adressez beaucoup dans la chaire. Oui, effectivement, Petit Bateau s'inscrit depuis 130 ans dans une démarche de durabilité. C'est clairement dans son ADN et à travers cet ADN, on a décidé en fait de produire au plus juste et on a mis en place effectivement la production à la demande, c'est-à-dire que on va venir préparer des productions que l'on ne déclenchera que en fonction du besoin du client. Ce premier POC, en fait, il a eu lieu en mars 2020 avec la collaboration du CETI. On a été beaucoup accompagnés avec des entreprises externes et notamment aussi Tekin. L'objectif, c'était vraiment mettre en place une nouvelle façon de travailler, développer cette production, qu'elle prenne une part de plus en plus importante dans nos collections. Et l'ambition, c'est vraiment de ne pas produire ce qu'on ne serait pas en capacité de vendre.
Tout ce que la chaire aujourd'hui nous permet, c'est aussi de pouvoir échanger pour aller toujours plus loin, d'être toujours plus responsable et d'être toujours plus durable. Et clairement, nous, petits bateaux, comme tous les membres de la chaire, aujourd'hui, on était déjà engagés dans cette démarche. Et la loi AGEC, aujourd'hui, elle nous permet de concrétiser, de poser un cadre à toutes les actions qu'on avait largement engagées, comme tu le disais, à travers cette chaire Bali. Et donc, effectivement, on travaille énormément avec le CETI. Et le CETI nous a beaucoup accompagnés sur cette collaboration à travers leur plateforme. Et Isabelle pourra largement vous en parler. Donc vous avez déjà fait les démonstrations, voilà. Mais quand on veut démarrer ses propres démonstrations, on est bien à venir le faire sur les outils du CETI, Isabelle. Oui, oui, tout à fait. Donc le CETI, en tant que centre de recherche privé, a pour mission d'accompagner la transition circulaire et digitale de l'industrie textile élargie. Et donc on a plusieurs plateformes démonstratrices au CETI. Et donc la dernière née qu'on a baptisée On Demand for Good, elle est destinée à la création et à la production à la demande. On a travaillé depuis 2015 sur en fait la constitution du bureau d'études du futur. Donc sur une plateforme de 200 mètres carrés, on va rassembler un ensemble de briques technologiques qui vont permettre d'expérimenter à la fois la création de la matière. Donc on part d'un fil, on peut partir d'un fil, le scanner, on peut gérer la colorimétrie, on peut ensuite développer une matière, qu'elle soit tissée ou tricotée, la projeter sur un avatar pour avoir le rendu du vêtement et de la création, la mise au point ensuite ergonomique du patronage, et ensuite on va pouvoir lancer la production. Et donc toutes ces briques sont reliées de manière digitale par toute une série de matrices éconologiques qui vont permettre d'appréhender l'impact économique et aussi l'impact environnemental. On est au plus près des préoccupations des marques et on sait aujourd'hui bien évidemment que tout le monde a envie de réduire son empreinte carbone, notamment au niveau environnement. Et donc sur cette plateforme, on sait à la fois aller très très en profondeur dans le costing d'un produit, mais aussi on sait dire, voilà, si on prend telle ou telle option, on aura tel ou tel impact environnemental. Et donc aujourd'hui, on sait que les marques qui nous font confiance sont très attentives à ces indicateurs globaux de performance globale. Et donc en effet, on a accompagné Petit Bateau sur l'appropriation de ces technologies. Parce que c'est vrai qu'il faut que ces technologies viennent à la fois transformer l'entreprise, transformer sa culture, sans la bousculer. Donc il faut à la fois qu'elle se plug sur les outils de PLM, de PIM qui existent dans l'entreprise, et à la fois il faut que les équipes puissent se les approprier en douceur pour que ce ne soit pas un tsunami, mais bien que ça devienne une appropriation dans la joie, dans une nouvelle manière de travailler, plus en collaboration, avec des outils plus ludiques. Et tout ça, c'est beaucoup de choses à appréhender. Et donc on a eu le plaisir d'accueillir 40 personnes de Petits Bateaux. Et c'était très juste de faire ça, parce qu'en fait tous les métiers de l'entreprise ont pu s'approprier en quoi les outils digitaux allaient leur permettre de revisiter à la fois leur business model et leurs pratiques. Alors la transition est parfaite. Merci Isabelle, parce que tu viens de parler donc, de business model. Effectivement, la fabrication à la demande vient de challenger ces nouveaux modèles. On cherche à produire plus juste, les bonnes quantités, mais encore faut-il conserver des activités rentables, et encore faut-il continuer à développer son chiffre d'affaires. Et la fabrication à la demande permet de faire s'élever sur ce nouveau modèle économique. Et donc dans les nouveaux modèles économiques, il y a aussi d'autres sujets qu'on peut adresser et que vous adressez déjà depuis un moment chez Decathlon, tout ce qui va être autour de la location, de la réparation, et vous développez donc ces nouveaux leviers depuis quelques temps. Alors oui, globalement sur les business models circulaires pour demain, on travaille sur plusieurs sujets. On commence par travailler aussi sur la matière pour commencer, donc voir comment la matière que l'on met aujourd'hui dans nos produits pourra être réutilisée demain pour faire de nouveaux produits. Donc avec l'idée donc on collabore aussi avec le CETI sur comment on va pouvoir recycler ces produits-là pour récupérer de la matière, pour refaire de nouveaux produits demain, et que cette production soit aussi la plus locale possible, donc avec les technologies disponibles globalement en Europe. Et on explore, en plus de ce volet technique du recyclage de nos produits, tout le volet économique pour que ce modèle puisse vraiment avoir une vraie réalité demain.
Au-delà de ça, donc, comme tu l'as dit, on travaille également sur d'autres business models circulaires, donc non pas autour de la fin de vie des produits, mais autour de ce qu'on va appeler life extension, donc l'extension de la durée de vie des produits. Donc sur la location, sur l'occasion, sur la réparation. Donc sur l'occasion, on a un historique assez important chez Decathlon avec le Trocathlon qui pendant très longtemps proposait du dépôt-vente à nos clients sur nos parkings. Maintenant, c'est des choses qu'on développe à une plus grosse échelle, donc on n'est plus juste l'intermédiaire entre deux clients, on va vraiment racheter des produits à nos clients, les vérifier, les réparer, les contrôler et les reproposer à la vente avec des garanties, avec une disponibilité pour nos clients. Donc c'est à travers la nouvelle plateforme Decathlon Second Life qui vient de voir le jour avec plusieurs outils pour pouvoir racheter digitalement les produits, offrir une solution facile à nos clients, soit pour revendre, soit pour racheter des produits d'occasion. Donc ça c'était pour l'occasion. Après sur la location, on est encore à l'état expérimental sur les sujets du textile, donc c'est des choses qu'on voit beaucoup sur le matériel, sur les accessoires. Sur le textile c'est un peu plus délicat, néanmoins on a quand même des expériences en cours sur des panoplies de randonnée ou de trekking qui sont proposées en location à la semaine pour nos clients qui n'ont pas besoin d'acheter une panoplie complète, qui vont juste partir une semaine en vacances ou une semaine en trek quelque part dans des conditions météorologiques bien spécifiques où ils vont avoir besoin d'une panoplie dédiée pour ça, qui va être utilisée une semaine, 15 jours et qui après pourra nous être retournée. Elle va être contrôlée, réparée, relavée et proposée à un nouveau client en date. Voilà. Et tous ces business models, en fait, ça nous incite aussi à travailler beaucoup sur la conception de nos produits, étant donné qu'on va chercher à avoir des produits qu'on va pouvoir faire tourner sur un maximum d'utilisateurs. Ça nous invite à réfléchir à la conception de nos produits autour de la durabilité, la durée de vie du produit, la durée d'usage et aussi sur sa réparabilité. Donc comment on pourra remettre en état d'usage un produit qui a déjà été pas mal porté pour qu'il ait encore de nouvelles expériences avec de nouveaux utilisateurs. Donc Gauthier, au sein du groupe ERAM, la réparation, c'est aussi des choses, la location, c'est des choses qui sont... Damien de Decathlon disait expérimenté, vous c'est plus expérimenté, c'est une réalité économique depuis déjà quelques années. Alors oui, en écho effectivement à Damien, c'est un sujet qu'on a travaillé avec une de nos enseignes. Alors juste pour repréciser un petit peu mon périmètre de travail, moi je suis rattaché à la division industrielle qui représente 2 usines qui sont en France. Et c'est important de dire ça parce qu'en fait c'était justement ce côté proximité, bassin de consommation et bassin de production et comment bénéficier des savoir-faire locaux pour justement capitaliser sur de nouveaux modèles économiques. Et c'était vraiment, c'est exactement ce que tu dis Damien, c'est-à-dire comment est-ce que demain on s'engage sur des modèles économiques qui soient beaucoup plus liés avec les usages et toutes les offres de services qui y sont associées. Et donc la location, ça a été une preuve de concept au début qui aujourd'hui est une ligne de reconditionnement pour nous. Alors nous, on distingue bien réparabilité et remanufacturing, qui sont deux volets différents. Tout à l'heure, tu évoquais le terrain de jeu qu'on peut avoir au travers du groupe, parce qu'on a des enseignes qui ont des périmètres et des tailles qui sont différentes. Donc on a à la fois des enseignes qui nous permettent d'être laboratoires. Je prends Cécile, une marque qui est adossée à l'un de nos outils industriels, où là on va vraiment parler du remanufacturing, c'est-à-dire comment est-ce qu'on conçoit un produit pour le réparer, et donc tout ce qui va être savoir-faire associé industriel à la proximité avec nos bassins de consommation, versus ce que l'on appellerait du bichonnage, c'est-à-dire de la réparation en magasin, et comment est-ce qu'on propose un entretien facilité auprès du consommateur pour justement accentuer la durée de vie de nos produits. Donc il y a cette dimension-là, mais derrière, et comme le dit Damien, moi mon champ de travail, il est à la fois sur tout ce qui va être industrialisation de la circularité, donc prenant en compte cette réparabilité, cette durabilité, tout ce qui va être mesure de la performance, et en particulier la performance environnementale, c'est-à-dire comment est-ce que tous ces acquis peuvent nous aider à construire l'offre de demain pour pivoter aussi sur de nouveaux modèles économiques. Et le troisième champ, qui est le champ non des moindres, c'est la matière. On sait à quel point on est dans un équilibre instable aujourd'hui sur l'achat de matières premières, notamment de matières responsables, et c'est comment est-ce que demain nos produits peuvent devenir des matières premières recyclées. Et donc il y a tout un sujet derrière sur la traçabilité de ces composants, et donc d'où le POC réalisé aussi avec Bellara sur le sujet de la traçabilité. Alors, la traçabilité, c'est un des enjeux majeurs de la loi AGEC pour essayer d'aller vers plus de transparence et de pouvoir communiquer aussi auprès du consommateur. Donc là, le gros volet, le gros sujet qui nous anime et qui devient une urgence aujourd'hui pour les entreprises, c'est toi, Patrick, de l'entreprise Bellara, qui le porte au sein du groupe.
En effet, au sein de la chaire Bali, donc on anime le groupe de travail et toutes les réflexions autour de la traçabilité et de la transparence. Alors, quand on a créé Bellara il y a 15 ans, on a commencé à travailler dans l'industrie du textile autour de la gestion des approvisionnements et donc du suivi de cette supply chain qu'on sait extrêmement éclatée entre la matière première, les sites de fabrication, les ennoblissements, les contrôles qualité et puis l'acheminement jusqu'à l'entrepôt et puis après jusqu'au magasin final. Et donc on a travaillé à développer une solution digitale qui va permettre justement de fédérer l'ensemble de l'écosystème d'une production, des achats de composants de matières premières, à la fabrication, au contrôle qualité, au déclenchement de tout l'acheminement avec la gestion des packing lists que l'on a pour pouvoir réceptionner en quantité, en délai, en qualité à l'entrepôt. Et il y a quelques années, le credo qu'on a eu, ça a été d'enrichir ce flux de données de tout un ensemble d'informations et de pouvoir générer un passeport numérique produit que l'on pouvait rattacher au produit final et donc rattacher cette donnée, cette maîtrise de la donnée, cette donnée maîtrisée, de la rattacher au produit final pour pouvoir restituer au consommateur l'histoire du produit. Et toutes les réflexions que l'on a aujourd'hui et pour demain, c'est comment industrialiser cette maîtrise de la donnée pour que tout produit qui sorte d'une usine, que ce soit une usine française, que ce soit une usine externalisée, on puisse rattacher cette donnée pour pouvoir la restituer au consommateur final. Et aujourd'hui, on se rend compte que les difficultés pour mobiliser ces données et les restituer au consommateur, c'est un centre de coût pour l'entreprise important, sauf si on collecte la donnée à la source dans un flux industriel, ce qui permet de donner une seconde vie à la donnée. Donc une donnée à première vie, ça va être de faire en sorte de maîtriser son cycle industriel ou son cycle logistique. Et la seconde vie de la donnée, ça va être de lui donner du sens pour le consommateur, pour qu'il puisse lui-même valoriser le produit et donc donner une valeur supplémentaire au produit à travers la donnée. Et la loi AGEC, pour nous, est un déclencheur par rapport à toutes les initiatives qui ont eu lieu et qui sont actives dans les marques. Aujourd'hui, la réglementation, elle vient impulser la généralisation de ces pratiques autour de la traçabilité, autour de la gestion de la donnée. Tout l'enjeu, pour une marque, c'est de ne pas subir ces fameuses réglementations, ce qui met en contrainte tout le monde. Là, aujourd'hui, le nombre d'appels qu'on a des marques en disant mais dans 6 mois, il faut qu'on soit capable de. Et c'est vrai que ça ne s'improvise pas. Et tous les travaux qu'on fait depuis avec la chaire Bali, avec Eram, avec la doctorante qui nous a rejoint maintenant il y a presque 2 ans pour travailler sur ce modèle de données, nous donne une longueur d'avance. Et aujourd'hui, on est capable d'accompagner les marques dans leur méthodologie, dans leur démarche pour pouvoir mettre en place ces passeports numériques produits. Voilà. Merci Patrick. Donc ce que tu viens de dire, la traçabilité, ça touche tout le monde, évidemment, tous les acteurs qui sont soumis aussi à la contrainte de la loi AGEC. C'est un sujet ça peut partir de très très loin, on peut aller du champ de coton jusqu'au rendu produit fini chez le client, et plus loin jusqu'à la seconde vie du produit, et encore plus loin jusqu'au recyclage. Donc on est sur des enjeux qui sont des enjeux de filière, et sur des sujets qui doivent être adressés par tous. Et ce qui ressort de votre adhésion à la chaire et qu'on soit tous ensemble, c'est dans une démarche collective qui nous associe, qui nous allie sur ces enjeux de filière. Alors peut-être, Damien, si tu veux démarrer un groupe comme Decathlon, qui est un peu une locomotive sur les sujets, il n'a pas envie de partir tout seul, il a aussi envie de partir avec d'autres. Est-ce que tu peux nous parler de cette démarche collective ? En effet, il y a plusieurs enjeux. Déjà, les sujets sur lesquels on travaille entre nous aujourd'hui ne sont pas des sujets sur lesquels on va marquer notre différenciation, là où on a des enjeux de concurrence pour l'entreprise. On est vraiment en train de partager, de travailler ensemble sur des sujets qui sont des problématiques qu'on partage tous, qu'on doit tous adresser. Et chacun dans notre environnement, en fait, on peut apporter des solutions qui vont aussi servir les autres dans le groupe. Donc on en a parlé sur la traçabilité, on avait déjà en place quelques solutions chez nous, des réflexions en cours sur le sujet de la traçabilité. Et les personnes qui s'occupent de ça chez nous sont venues travailler avec Bellara sur les groupes de travail et récupèrent des informations pour eux pour avancer dans leurs travaux. Et en même temps, sert Bellara et l'ensemble des personnes qui travaillent dans ces groupes-là. C'est des travaux qu'on mène aussi, donc au-delà des groupes de travail, on a aussi des projets communs, notamment, alors j'ai pas mal parlé de recyclage, mais on a des expérimentations communes avec le groupe ERAM sur le recyclage des chaussures, comment on va pouvoir séparer des éléments pour pouvoir les recycler. Et donc là, c'est de la même façon, Decathlon et ERAM en fait peuvent être concurrents sur la vente de chaussures, mais le sujet du recyclage, le sujet
l'environnement et notre impact environnemental, c'est pas là-dessus où on va se battre en termes de concurrence. Donc là, on peut vraiment avancer ensemble et construire en fait des filières, construire des choses qui vont nous servir de manière commune, mais globalement essayer aussi de faire avancer la filière et d'être un peu moteur pour que ces filières de recyclage, ces filières qui sont bonnes environnementalement parlant, puissent se mettre en place un peu plus facilement. Donc nous, on a ce sujet-là. On a mis aussi au sein de la chaire un groupe de travail sur toute la partie post-consumer pour le textile. Donc vraiment à partir de la collecte jusqu'au recyclage, donc en intégrant des branches vers la seconde vie pour en fait faciliter, pour aussi voir comment cette filière post-consumer peut se transformer aussi pour demain être un peu plus au service de l'environnement, qu'on puisse plus facilement recycler nos produits. Donc on y voit un intérêt pour nous, mais on y voit un intérêt aussi globalement, je leur dis, pour la filière, qu'elle soit française ou européenne, pour que demain on puisse vraiment rendre opérationnel vraiment le recyclage du textile pour aussi avoir des nouvelles matières demain pour pouvoir reproduire localement et redonner un avantage aux filières françaises et européennes sur ces sujets. Et avec le challenge qui est de si on veut commencer à récupérer les produits en fin de vie pour en refaire de la matière, voilà, on est mieux à faire ça dans des circuits qui sont intégrés et à plusieurs plutôt que chaque acteur fasse ça dans son coin. Ouais, c'est un des sens de notre groupe de travail. En fait, dans le groupe de travail sur lequel on opère sur cette partie post-consumer, on a des collecteurs, on a des trieurs, on a des gens qui travaillent sur le recyclage, on a des marques. Et donc la richesse de ce groupe-là vraiment est d'avoir des personnes qui ont chacun un morceau de ce process-là et de voir comment on peut discuter ensemble, comment nous, avec nos magasins, on peut faciliter la collecte, faciliter la mise en relation entre le produit, le recycleur, avec le trieur, entre les deux, etc. Peut-être du coup je précise que les groupes de travail de la chaire Bali ne sont pas que avec vous six, ils sont aussi ouverts aux autres acteurs de l'industrie dès lors que le sujet porté par le groupe de travail est expérimenté dans l'entreprise, parce qu'on cherche vraiment l'échange de bons procédés. On expérimente, on partage, vous expérimentez et vous venez partager avec nous. Peut-être Gauthier, sur ton groupe de travail, à toi qui est vraiment autour des indices de réparabilité, de circularité, voilà, c'est des choses que vous cherchez à mettre au point pour vous, mais encore une fois, vous les partagez avec le groupe. Effectivement. Déjà, pour rebondir par rapport à ce que dit Damien, on est vraiment dans une logique d'open innovation. C'est vrai que c'est l'enjeu. De partager notamment des outils qui nous permettent d'avancer de manière commune, puisqu'en fait on est un maillon de son ensemble, on est vraiment sur un sujet de filière, donc comment créer plus de porosité sur des indicateurs ou d'éco-conception finalement, qui vont attaquer des sujets qu'on a peut-être moins l'habitude de voir, surtout dans le secteur de la chaussure. La durabilité, la réparabilité, la recyclabilité, c'est des sujets vraiment où on a besoin de cranter, on a vraiment besoin de monter en connaissance. Et c'est là l'objectif de ce groupe de travail-là, effectivement, c'est de tester des indicateurs, donc une méthode de calcul qui nous permettent de scorer si un produit chaussure ou textile pourrait atteindre une ambition de recyclage total ou partiel, et si oui, dans quelle filière, et de commencer à se poser des questions autour de tout ça. Alors comme tout membre de la chaire Bali, on porte un sujet de thèse, donc une personne dédiée qui travaille aussi, tout comme le disait tout à l'heure Patrick, un sujet spécifique. Donc nous aujourd'hui sur les indicateurs de circularité, la difficulté majeure, elle est sur la contrainte terrain, c'est-à-dire comment associer aussi nos contraintes de tous les jours à ce sujet exploratoire très technique. Et donc des sujets de traçabilité ou de collecte de données font partie. Quelle est la fiabilité des informations collectées. Donc c'est un sujet fort passionnant et sur lequel d'ailleurs on ouvre à tout le monde, comme tu le dis. On a à la fois des marques qui pourraient être concurrents directs et puis moins concurrents, textiles comme chaussures. Ouais. Merci Gauthier. On a vu, donc on travaillait collectivement et on travaille collectivement donc autour de l'école d'ingénieurs Estia, je l'ai dit au départ, qui porte cette chaire. Vous êtes tous autour de l'école. Peut-être Sabrina, en quoi pour Petit Bateau les sujets d'ingénierie, l'école Estia n'est pas une école textile, c'est une école qui est plutôt sur les technologies industrielles avancées, la robotique, l'automatisation. En quoi il y avait un intérêt d'aller chercher ces ressources-là et cette compétence-là pour la chaire et plus spécifiquement pour Petit Bateau? Alors nous, aujourd'hui, sur Petit Bateau, on est dans une approche un peu de déployer l'industrie 4.0, voire 5.0. On fait face aujourd'hui, donc on a déjà intégré notre thésarde il y a quelques mois, donc c'est tout récent.
Et le premier objectif, c'était déjà de poser l'état de l'art, de faire un peu un bilan de ce pourquoi l'industrie textile était si en retard dans cette partie d'industrialisation. On a fait face à plein de choses. La première, c'est le savoir-faire. On a gardé un savoir-faire. Maintenant, notre personnel est aujourd'hui en passe de passer rapidement à la retraite. Et aujourd'hui, quand on parle de fabrication, de Made in France, de produire localement, on fait face à ce manque de savoir-faire. Et surtout, c'est des métiers aujourd'hui assez longs en fait, pour apporter la formation technique, etc. Et aujourd'hui, en fait, dans cette approche d'industrie 4.0, ce que nous apporte Amanda, c'est vraiment travailler des nouvelles méthodes, accompagner les changements et à aussi acclimater, j'ai envie de dire, le personnel, les collaborateurs à cette nouvelle méthodologie, à vivre avec des cobots. Nous, aujourd'hui, on a fait l'acquisition d'un premier cobot. C'est aussi des changements des métiers en profondeur. Et clairement, en fait, Amanda, elle fait un peu... elle fait des POC, en fait, pour leur montrer que c'est possible, qu'on peut vivre et qu'il ne va pas remplacer l'homme, mais il va venir soutenir le travail de l'homme. Alors je vais préciser, parce on est entre nous, alors on parle un peu dans notre jargon. Voilà, l'industrie 4.0, c'est tout ce qui va aller chercher l'automatisation, la robotique, l'objet connecté. Ça. Le Kobo, c'est un robot qui est dans le prolongement de l'homme. Donc c'est un robot collaboratif qui peut travailler avec l'humain. C'est-à-dire qu'on peut être à côté de lui et on risque pas de se prendre un gros coup. Voilà, il n'est pas contrôlable. Il est vraiment là. Il accompagne l'humain. Et le POC, c'est des preuves de concept. Voilà, c'est quand on est vraiment, c'est au-delà du prototype. C'est vraiment d'aller faire une démonstration et prouver le concept. Voilà. Merci. Patrick, c'est pareil, vous êtes une société informatique, du numérique. Les métiers d'ingénierie, vous connaissez bien. Et puis pour autant, il y avait quand même un intérêt à se challenger dans le cadre d'une chaire. Tu veux dire pourquoi ? Alors, Bellara, c'est une PME, donc on est là pour être agile, réactif, être au contact de notre marché en permanence. Et toute l'entreprise, elle est dans ce mouvement permanent d'être en réaction pour pouvoir répondre, satisfaire aux besoins des clients. Et ce qui nous a semblé intéressant de participer à la Chaire Bali et surtout de travailler avec les enseignants-chercheurs de l'Estia, c'est de passer sur un temps long, c'est de pouvoir se donner du temps de la réflexion, se donner du temps de travail. Et c'est vrai que quand on est dans une démarche, et on a créé donc à l'initiative du recrutement d'une doctorante autour d'une thèse CIFRE, de se donner du temps de réflexion, d'avoir une méthodologie dédiée avec une démarche impulsée par les enseignants-chercheurs, c'est pour nous extrêmement instructif au niveau de toute l'équipe. Alors déjà pour l'entreprise de se projeter dans une vision, de pouvoir travailler sur ce fameux temps long qu'on oublie sans arrêt et qu'on a complètement, on saute dessus à pieds joints parce qu'on n'a pas le temps, quelque part, et de se donner du temps, d'avoir des gens qui nous amènent cette démarche. Ça, c'est d'avoir on a fait travailler des stagiaires de l'Estia aussi qui vont nous amener une capacité de travail sur des réflexions qu'on ne se pose pas. Tout ça, c'est extrêmement important, même surtout pour une PME où on n'a pas forcément d'éléments de structure. Je pense que c'est vrai aussi pour les groupes, et tu l'expliques dans l'industrie a fortiori. Mais voilà, donc nous, ce qu'on cherche, ce pourquoi c'est important de travailler dans l'écosystème de l'Estia, c'est de pouvoir travailler en termes de démarche, de méthodologie, d'accompagnement avec les enseignants-chercheurs qui encadrent les travaux de la doctorante. Merci Patrick pour cette promotion de l'école d'ingénieurs Estia. Les travaux qu'on mène, on les mène en collaboration et puis on les voudrait le plus ouverts à tous. Est-ce qu'on peut repartir sur quelques exemples de rencontres qui ont lieu au sein des membres et de cas concrets et d'applications qu'on donne lieu? Je pense au QR code qui est né de votre rencontre et qui aujourd'hui, la démonstration qui a été faite, elle peut être disséminée et proposée à l'ensemble de la filière. Alors oui, le QR code, en fait, c'est la rencontre de deux enjeux. Le premier, c'est la traçabilité, je pense qu'on en a bien parlé, et la transparence. Et c'est la faculté à transférer des données industrielles vers le consommateur. Alors, je n'ai peut-être pas précisé, ce QR code, il est sur une chaussure, il est sur l'étiquette d'une chaussure et il permet, lorsqu'on le scanne, d'avoir accès à toute l'information. Exactement, donc ce qui nous permet d'avoir les informations justement sur la chaîne de transformation des matières pour pouvoir, d'où vient mon produit, comment il a été construit. Donc ça, c'est autant d'informations
sur lequel il faut aussi qu'on ait une démarche de communication. Et donc, c'est comment traduire les données de traçabilité vers une notion de transparence vers le consommateur. Donc, il y a plusieurs notions. Il y a la notion aussi qui est vraiment liée au volet réglementaire qui nous attend. C'est sur l'empreinte environnementale de nos produits. C'est comment est-ce que toutes ces données-là, on arrive à les rentrer dans un système. Tout à l'heure, je parlais de mesure de performance. Donc, je parle de performance environnementale qui nous permet justement d'avoir un avis et de bien savoir quelle est l'empreinte environnementale d'un produit, ce qui n'est pas évident pour un client. Quand on parle de kilogrammes de CO2 équivalent, je ne suis pas certain qu'on soit vraiment à même de répondre sur la moyenne d'une chaussure en termes de kilogrammes de CO2 équivalent. Donc voilà, autant d'informations où on a besoin aussi d'apprendre comment communiquer l'information le plus simplement sans mentir, bien entendu, mais voilà, d'être très fiable sur les informations aussi qu'on va communiquer. Donc c'était là la première expérience qui a été mise en place au travers du QR code. Et ce qui a été intéressant dans la démarche, ça a été pour nous d'avoir la réassurance d'une utilisation d'un industriel de la solution. Quand on est dans la conception d'un produit, on a des convictions, on avait les orientations d'ailleurs que nous avait donné Panchika dans le cadre de ses travaux d'état de l'art sur la transparence, sur la traçabilité. Donc Panchika étant la doctorante qui travaille sur le sujet dans la chaire. Merci. Donc on avait cette conviction, on savait vers où aller. Le travail de co-construction qu'on a fait a été de vivre le projet et en mode vous pour tester le modèle autour de ce projet, nous pour voir l'impact dans l'entreprise de l'application pour pouvoir améliorer déjà définir quelles sont les données que l'on doit collecter, comment les connecter, comment les stocker, quelles utilisations vous allez pouvoir en faire de ces données. Et donc tout ça, ça nous a permis de maturer le produit, de finir de le concevoir, de le packager, de le tester, d'itérer, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Et ça, c'est le travail avec les équipes, entre les équipes métiers et les équipes techniques chez Bellara. Ça nous a permis de gagner entre 6 mois et 1 an dans la conception du produit. Et aujourd'hui, la rapidité de la loi AGEC qui demande avec l'échéance de la loi AGEC nous donne une longueur d'avance incroyable puisqu'on a un outil qui est prêt. On a en même temps vécu la méthodologie, on a mesuré l'impact dans vos organisations de la mise en place de cet outil-là. Donc ça nous permet aussi d'attacher à la solution la démarche de mise en œuvre pour accompagner et être plus efficace dans la démultiplication des projets que l'on aura à faire. Donc cette coopération que l'on a, en toute transparence, en vraie synergie d'écosystèmes, c'est quelque chose qui a pas de prix quelque part. Et c'est vrai que on a appris mutuellement les uns des autres et on a construit mutuellement, mais chacun va repartir avec ce qu'il a appris pour pouvoir retrouver sa dynamique d'entreprise, vous avec vos chaussures, nous avec notre solution digitale. Ce qui est important, c'est que c'est cette capitalisation qui est forte, qui fait partie d'ailleurs des enjeux du développement durable. Tu nous faisais remarquer l'ODD 17, j'ai remarqué le travail en écosystème qui est extrêmement important et qui est la clé. De travailler en réseau, on ne peut pas tous avoir raison tout seul, ça n'existe plus ou ça ne va pas durer longtemps, quoi. Et donc cette capitalisation et toute l'expérience que vous avez acquise, vous êtes prêt à la partager avec les autres membres de l'industrie pour leur faciliter l'accès à la mise en place de ce type de système de traçabilité dans leurs entreprises. Ça fait partie des livrables de la chaire, avec ce livre blanc autour de la traçabilité et transparence que l'on va coécrire d'ailleurs avec Paris Good Fashion, si je me trompe pas. En effet, ça fait partie des restitutions qu'on se doit de faire. Merci. Autre projet aussi collaboratif qui a émergé dans la chaire, c'est le projet Skirt. Alors je sais que sur la table ronde précédente, il y avait déjà les interlocuteurs, donc peut-être que vous avez déjà entendu parler du projet Skirt. En tout cas, il mobilise 4 membres de la chaire, Petit Bateau, le CETI, Decathlon et l'école d'ingénieurs Estia. Et Isabelle, tu vas nous en dire un peu plus dessus, mais ce projet, il a aussi pour vocation d'être disséminé et de pouvoir apporter une pierre à la construction de la filière textile tout textile européenne. Exactement, donc le projet Skirt est un projet européen, un projet H2020 qui est financé par l'Europe. L'Union européenne a publié en avril dernier sa stratégie pour l'industrie textile
où donc les marques vont devoir intégrer absolument des matières recyclées, assurer la traçabilité. Donc on va dire que la chaire était en avance et visionnaire, était un véritable outil visionnaire par rapport à cela. Et donc, dans le cadre de ce projet européen, en tout cas, le CETI est chargé de faire tous les tests de recyclabilité des matières, qu'elles soient pré-consumer, donc chute industrielle, mais aussi post-consumer, c'est-à-dire une fois que les consommateurs ne veulent plus de leurs produits et qu'ils les déposent dans des bennes faites à cet effet pour les collecter. Et je dirais que non seulement donc, on va travailler collectivement sur des enjeux de recyclage. Alors le recyclage mécanique, le CETI travaille sur ce sujet-là depuis maintenant 2016. Dans le cadre de 2 projets structurants, un avec l'entreprise Decathlon, l'autre avec l'entreprise Okaidi, et de nombreux clients avec lesquels on a fait plus d'une centaine de mises au point de fils contenant des matières recyclées. Mais aussi une autre voie qui émerge et qui fait tout son sens, c'est la voie thermomécanique qui est destinée à recycler tout ce qui est polyester, polyamide, polypropylène, c'est-à-dire les thermoplastiques, qui aujourd'hui représentent 70% de la consommation mondiale de fibres pour l'industrie textile et les industries utilisatrices de textiles. Donc c'était majeur qu'on s'intéresse à ce sujet-là. Le CETI a intégré une nouvelle plateforme pour faire ses essais. Elle est fonctionnelle et en fait il s'agit de partir donc de textiles pour les transformer en granulés pour retourner à des filaments et des applications textiles. Aujourd'hui dans l'industrie textile on utilise du polyester recyclé et on sait tous qu'il vient de bouteilles et qu'à terme eh bien, l'industrie du packaging va devoir recycler ses emballages et donc que l'industrie textile va devoir recycler ses déchets textiles. Donc c'est ce à quoi on s'attelle aujourd'hui avec d'excellents résultats, des résultats très prometteurs. Et la troisième voie qu'on expérimente dans le cadre du projet européen, c'est la voie chimique. Et donc dans la précédente table ronde, il y avait nos partenaires de l'Université de Vienne qui travaillent sur ce sujet-là. L'objectif étant de séparer les composants qui ne permettent pas un recyclage optimum, et notamment l'élastane. C'est une matière qui est très très complexe à recycler, qui est un véritable perturbateur au recyclage. Et donc un des travaux complémentaires que le CETI va réaliser dans ce cadre, c'est de trouver des alternatives à l'élastane qui soient biosourcées, recyclables, recyclées, compostables. Donc voilà, c'est une batterie de travaux qui nous occupe depuis 1 an et encore pour 1 an et demi. Juste préciser que le projet Skirt, il a pour vocation à démontrer on refait le même vêtement avec toujours le même vêtement. Donc là, l'idée, c'est de récupérer des articles en fin de vie et de lever tous les verrous technologiques qui vont permettre à la fin de refaire ce même article. Donc il y a Petit Bateau qui est engagé sur un article de maille et vous, Decathlon, vous êtes engagé sur le maillot de bain. Exactement, oui. Donc les maillots de bain, aujourd'hui, c'est un produit qui est fait à peu près partout de la même façon, globalement base polyester ou polyamide avec de l'élastane, avec donc une matière principale qui représente la majeure partie du produit, mais sur lequel on a quelques accessoires, on a des laminettes, on a des paddings dans les maillots femmes. Et la vraie difficulté dans ce produit-là, donc on a vraiment choisi peut-être un produit particulièrement difficile à recycler, mais avec la vocation d'avoir beaucoup d'apprentissage en fait sur cette expérimentation-là. Donc, particulièrement difficile à recycler parce que dans quasiment tous les maillots de bain on a de l'élastane, donc qui est un vrai perturbateur, quelle que soit la voie de recyclage sur laquelle on souhaite expérimenter, c'est un perturbateur, c'est un vrai frein. Donc on a d'un côté travaillé, donc on travaille avec l'université de Vienne sur comment on peut retirer l'élastane. On a également travaillé en collaboration avec les acteurs du projet sur comment on peut développer des composants sans élastane qui auraient les mêmes caractéristiques d'usage, en tout cas qui permettraient d'atteindre les mêmes qualités d'usage qu'un maillot de bain élastané. Et après, sur une dernière matière que l'on utilise aussi, qui est aujourd'hui autour des polyesters, mais avec plusieurs différents polyesters dans la même matière, on regarde comment ces maillots de bain-là pourraient être recyclés par la voie thermomécanique. À côté de ça, nos grands sujets sont, je vous l'ai dit, le maillot de bain est majoritairement de la matière principale du maillot de bain, pardon. Mais on a tous ces accessoires à côté, donc on doit aussi travailler à comment le maillot de bain pourra être le plus facilement recyclé derrière. Donc on travaille, nous, d'un côté en conception, sur comment on peut soit se passer des accessoires, soit les remplacer par des accessoires en matière compatible, ou alors avec l'ESTIA qui, de son côté, travaille sur comment
tous les produits actuels, parce que ça fait des années et des années qu'on produit les mêmes maillots de bain. Donc comment tous ces maillots de bain-là qui circulent depuis des années pourront être recyclés. Donc à travers des voies de démantèlement, de comment on peut découper, retirer les accessoires et remettre les matières principales en recyclage. Et donc là, l'idée, elle est vraiment, dans un premier temps, de voir... Alors, notre première priorité chez nous, c'est de voir comment nos produits pourront être recyclés. Mais on travaille également sur comment, dans ces produits-là, on pourra intégrer de la matière post-consumer, donc vraiment du polyester issu de gisements collectés de manière générale, dans lesquels on va isoler le polyester, le recycler par la voie thermomécanique et essayer de le réintégrer dans nos produits. Bon, c'est ambitieux, mais c'est très certainement, la mode de demain sera une mode full circulaire et qui permettra en tout cas de réutiliser le plus possible les articles en fin de vie pour pouvoir les réintégrer dans les nouveaux articles. Moi, j'ai tenu mon job parce que on est à 45 minutes, c'était ce qu'on s'était fixé. Vous avez bien tenu votre rôle parce que je pense que les explications étaient claires et intéressantes. On voulait maintenant avoir un temps d'échange avec le public. On a partagé avec vous nos expérimentations. Peut-être que vous avez des expérimentations ou des choses que vous avez testées dans vos entreprises que vous avez aussi envie de partager avec nous. Ou bien, si vous avez des questions, on est là pour répondre à toutes vos questions. Bonjour, je viens un peu de loin. Nous sommes des industriels installés au Maroc et parmi les demandes sur les 4-5 dernières années, s'installe cette demande sur le recycler, les articles. Donc on achète un certain nombre de matières premières. On a démarré avec des valeurs de recyclage de 20%, 25%, 30% selon les éléments. C'est vrai que donc il y a une offre aujourd'hui qui de plus en plus monte dans la gamme des matières premières que nous utilisons. Mais il y a également des matières qui sont à 100%, comme ça a été dit, sur les polyesters, qui sont intéressants dans le sens où on part soit des bouteilles, soit de recyclage de matière. Les voies que vous avez dit, effectivement, à la base, c'était la STAN pose problème, mais je pense que c'est les voies qu'il faut que nous espérons que nos fournisseurs de matières développent, c'est-à-dire des matières dont les constructions pourraient remplacer l'élastane ou pourraient nous régler le problème. Mais toujours est-il que c'est l'une des voies. Ce qui serait intéressant, donc moi je vois que ici c'est l'Europe qui fait tous ces éléments. Je considère qu'on n'est pas très loin et qu'il faudrait qu'il y ait des ponts. Je pense qu'il y a. Nous avons une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ESIT. Nous avons une école avec laquelle déjà je pense qu'il y a des relations avec le CITI. Le CTTH, notre centre technique également qui travaille sur ça. Nous avons une association qui porte ces éléments-là. Et je pense que ce sera une excellente chose que cette expérience que vous vivez et les expériences que nous avons également du recyclage, mais il est utilisé essentiellement pour des matières qui ne sont pas très fines. C'est-à-dire qu'on rebroie les matières, etc. Et on sort avec des fils entre 3, disons 3 jusqu'à 20 maximum, ce qui permet de faire plutôt quelques typologies d'articles, mais pas aussi fins que ce que vous nous avez dit. Donc, mais je pense que j'invite nos amis à s'ouvrir sur nous et de travailler ensemble, parce que pour moi, la Méditerranée devrait travailler ensemble sur ça. Merci. Alors avant de laisser la parole à Isabelle sur la partie matière recyclée, juste vous dire qu'on connaît bien les ESIT. Je pense que si vous l'avez dit, CETI et ESIT collaborent depuis de nombreuses années. Pour l'école d'ingénieur Estia, c'est un petit peu plus récent. On s'est rencontrés il y a 2 ans maintenant avec les ESIT. Et on a un parcours commun qui vient d'être créé. Et on reçoit 5 étudiants de l'ESIT pendant 4 mois à l'Estia. Ils vont suivre une partie des cours et on a également ils vont venir, on a un centre technologique qui s'appelle le CETIA, qui travaille à la préparation des matières recyclées pour mettre au point les activités de délissage intelligent. Et donc 4 d'entre eux vont venir 6 semaines immergés au CETIA. Et ça a été une très belle rencontre avec les ESIT, parce qu'il y a eu, alors moi j'ai pas eu la chance d'y aller, mais pour mes collègues qui y sont allés, il y a une sur les parcours, la formation, les équipements. Tout ce dont bénéficient vos étudiants, c'est une très belle rencontre en tout cas à Estia ESIT, et ça fait que commencer, et on est ravis en tout cas d'accueillir vos étudiants.
Ensuite, je vais peut-être laisser Isabelle sur la partie les perspectives de développement de la filière de recyclage avec le fait de pouvoir mettre de plus en plus de matières recyclées dans les articles. Oui, alors déjà par rapport aux relations avec le Maroc, le CETI était il y a encore 15 jours au Maroc chez deux industriels pour transférer le savoir-faire de recyclage mécanique avec des applications filatures et des applications non tissées pour l'industrie automobile du Maroc. Voilà. Et par ailleurs, au niveau du recyclage mécanique, nous, on a régulièrement des demandes en numérométrie 40, 50. On essaye même d'aller aux 60 aujourd'hui. Et on est tout à fait à même de vous accompagner sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on sait faire. En partant de post-consumer ou de chute industrielle, on saura vous aider. Est-ce que d'autres personnes souhaitent réagir, compléter Christine. Merci, bonjour. En fait, c'est une question qui est un petit peu de la science-fiction. À votre avis, vous qui êtes au cœur du sujet, en étant industriel ou comme le CETI en faisant des recherches, tous ces projets et tout ce que nous souhaitons arriver à faire aujourd'hui pour être parfait, pour sauver la planète, pour nos jeunes, combien faudra-t-il d'années ? Alors le CETI, si je peux répondre Chloé, le CETI ne fait pas de recherche fondamentale, on fait de la recherche appliquée, donc c'est des projets qui durent 3-4 ans maximum. Sur le recyclage mécanique, on a déjà transféré à des industriels avec des très grosses capacités. Donc c'est en cours en fait, j'ai envie de dire. Voilà. Après, le recyclage c'est un des enjeux qui est important, mais pour aider, on va dire, à réduire nos impacts environnementaux et contribuer à éviter une catastrophe environnementale, il faut travailler sur la génération de nouvelles fibres. On sait qu'aujourd'hui, on a atteint le pic de production du pétrole, dont dépendent ces 70% de fibres utilisées dans l'industrie. Polyester, polypropylène, polyamide, etc. Et le CETI, aujourd'hui, s'engage auprès d'industriels qui financent ces projets pour régénérer, par exemple, la cellulose issue de coproduits de l'agriculture, ou j'ai transformé par exemple des déchets de la collecte du lait, un lait qui est impropre à la consommation, le transformer en fibre de lait. Je pense qu'il faut aujourd'hui avoir un bouquet de solutions, parce que la demande en fibre ne fait que progresser vu la croissance de la population mondiale. Et la solution, pour moi, elle passe par une responsabilité personnelle, d'aller plus vers de la sobriété personnelle, qui permettra, avec les ressources qui seront à disposition, de trouver des solutions, mais des solutions multiples. Donc je dirais, au niveau technologie pure, je pense qu'en 5 ans, c'est faisable. Après, il y a la technologie et après, il y a la capacité d'investissement et de déploiement. Pour compléter, on a travaillé collectivement sur un peu une feuille de route innovation qui nous amènerait à 10 ans. On a pris 2030, on a pris 10 ans et là on s'est dit à 10 ans il faut qu'on ait fibre recyclée accessible au même prix que fibre naturelle et au même tarif et en même quantité. Une traçabilité totale pour savoir où sont les articles, les produits, qu'est-ce qui revient au recyclage, qu'est-ce qui est réintroduit et d'avoir une mode complètement transformé en tout cas sur la partie matière première et voilà. Après il y a tout ce qui est éco-conception, mieux concevoir, transfert dans la circularité, etc. Et quand on pose en tout cas le sujet en 10 ans, on se dit que ça peut vraiment tenir. Là il y a vraiment, les moyens sont mis sur la recherche, le développement, le déploiement de la R&D, l'Europe a donc investi, il y a le projet SCURT mais il y en a d'autres, la France aussi avec France Relance a investi sur ces sujets-là. Donc en ce moment la partie R&D et finance elle est faite et pour les 3-4 prochaines années ça paraît tout à fait jouable. Puis après il y a tout ce que vient Isabelle, il y a l'après, donc là c'est transfert industriel, il va falloir que des industriels qui vont des grandes filatures soient rebâtis en Europe pour pouvoir mettre en œuvre ces solutions-là. Et on est assez confiant sur le fait que l'industrie va pouvoir se rebâtir
Parce que quand il y a des gros donneurs d'ordre que peuvent représenter Decathlon, le groupe Eram et qui s'associent avec des gros donneurs d'ordre aussi comme eux, qui prennent des engagements et qui, sur les volumes qu'ils font, prennent des engagements sur les volumes de quantité de matières recyclées qui veulent réintroduire, la baisse de l'impact environnemental qu'ils veulent opérer sur leurs produits, ils ont la capacité à le faire parce qu'ils ont des volumes extrêmement importants. Donc s'ils prennent ces engagements-là et qu'ils disent demain mes produits seront, etc., si les technologies sont développées, qu'elles sont prêtes, qu'ils prennent des engagements, on va avoir les industriels qui vont investir dans les équipements parce qu'ils auront les commandes in fine. Donc on est assez confiant sur un schéma qu'on a placé à 10 ans. En tout cas, quand on le met sur le papier, ça paraît jouable et tenable. Après, tout peut arriver. Je voudrais juste élargir cette question-là, parce que les sujets du recyclage sont ultra importants pour la gestion de nos déchets, pour l'approvisionnement de nos matières premières, mais il ne faut pas qu'on oublie que le recyclage, c'est aussi la dernière brique à mettre en œuvre dans tout ce système. Et donc, avant, on doit vraiment travailler la durabilité de nos produits, la réparabilité de nos produits, une consommation plus frugale de nos clients à travers la location ou le produit de seconde vie. Et je pense que là, depuis quelques années, on voit la seconde vie qui devient vraiment un sujet de plus en plus important. On parle moins d'aller acheter un t-shirt à 2 € tout neuf dans la fast fashion, mais un peu plus d'aller chercher une pièce un peu plus unique, ou en tout cas de cet acte de la seconde vie qui permet d'accéder au même produit, peut-être avec une meilleure valeur, au même prix. Et donc je pense qu'il y a aussi ce levier de la mutation de la manière de consommer de nos clients. Nous, on a la responsabilité de devoir leur proposer des solutions pour accéder le plus facilement possible à ces produits-là, avec des produits dans lesquels ils peuvent avoir confiance, grâce à la traçabilité, grâce à tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour expliquer d'où vient le produit, ce qu'on a fait avec, et comment on vous le propose, grâce aux garanties qu'on peut proposer derrière. Et je parle également des sujets très rapidement sur la réparabilité, où autrefois on pouvait faire des vêtements très techniques qui valaient 300, 400 € et le jour où le zip était cassé, le vêtement partait à la poubelle. Maintenant on a des solutions où on conçoit dès le départ le produit pour que le zip puisse être changé, pour que les points faibles du produit puissent être réparés derrière. Et alors, d'abord pour éviter au maximum ces points faibles, mais quand ils ne sont pas contournables, qu'on ait une solution de réparation derrière. Et c'est aussi, je pense, beaucoup ces sujets-là qui vont permettre de switcher dans un premier temps et d'avoir beaucoup d'impact environnementalement, de réduction d'impact environnemental. Et après, une fois qu'on aura bien traité tous ces sujets-là, on adressera le sujet du recyclage. Mais comme la maturité technologique va prendre du temps, comme l'installation industrielle de ces sujets-là va prendre du temps, il faut qu'on les adresse maintenant, qu'ils soient prêts au moment voulu. Je me permets juste, j'ajoute un complément. Parce qu'on est entre nous et qu'on parle de bateaux rompus, on n'a pas parlé du modèle économique associé derrière, c'est fondamental. On parle de recycler, mais ça engage beaucoup d'autres chantiers. Le chantier de la relocalisation, je pense qu'on l'a un peu évoqué, mais finalement on n'y arrivera pas sans ça. Et donc c'est une multitude de chantiers qui vont permettre de... et en fait, il faut avoir, parce que ça peut faire peur aussi, hein, je veux dire, c'est un changement complètement de paradigme en termes de modèle, où on est dans une industrie du volume, en tout cas nous on a des terrains de jeu associés à ça, pas que, parce qu'on a, dans le groupe Eram on a plein de marques, mais il faut aussi raisonner de cette manière-là. Comment est-ce qu'on pivote aussi demain sur ces chantiers-là? Tout à l'heure je parlais de modèle instable aujourd'hui sur l'achat de matière, ça change aussi pas mal de choses nous, dans notre façon de concevoir le produit, façon d'acheter le produit. Donc plein de mutations aussi en termes de métiers internes qu'il faut prendre en considération pour atteindre cet objectif, effectivement. Merci Gauthier. Oui, c'est une question ou c'est le timing qui... Si personne ne souhaite poser de questions, je m'autorise une petite question puisque en fait on avait un panel juste avant très international sur ces enjeux de recyclabilité. On voit que la Commission avec sa dernière communication pousse vraiment dans le sens du développement des technologies de recyclage. Il y avait une intervenante qui pointait la problématique, donc Christelle Merter, qui disait recycler oui, mais du coup on se retrouve avec un textile avec un pourcentage même marginal de polyester dedans, qui est aussi pointé comme étant très problématique par cette même commission de la Commission. Et donc c'est un petit peu, on voit bien qu'il y a un gros enjeu là-dessus d'information parce que tout de suite, quand on entend recycler, on entend évidemment circulaire. Or, c'est pas exactement le cas. Donc là-dessus, l'enjeu de transparence que vous adressez me semble assez critique.
Je me demandais si on irait jusqu'à ce niveau de précision sur le passeport dont vous parliez. Et mon autre petite question, elle concernait toujours cette communication, parce que monsieur évoquait les textiles à partir de PET, et elle est quand même assez nuancée, la commission, sur ce sujet-là, en disant que vraisemblablement le plastique issu de bouteilles doit rester dans la loupe alimentaire. Quel est votre avis sur ce sujet pour clarifier des textiles à partir de bouteilles recyclées? Merci. Allez, je commence. Alors, je pense que Isabelle l'a très bien dit. Je pense qu'à un moment donné, ça sera tellement un flux tendu que chacun va garder ses matières par rapport à sa propre filière. Donc finalement, le système va grandir de lui-même, et c'était un petit peu l'orientation qu'on a voulu et qu'on veut se donner au travers, par exemple, d'indicateurs de recyclabilité. Pouvoir qualifier si la conception de mon produit va donner un produit recyclable, et si oui, dans la même filière. De voir un petit peu jusqu'où on est capable d'aller. Donc ça permet d'apporter une réponse. Je ne dis pas qu'on va arriver à la solution, mais en tout cas, ça nous permet de commencer à structurer la démarche en interne différemment. Ensuite, alors je laisserai parler peut-être les experts, parce que on a déjà parlé des fibres synthétiques, c'est une chose, mais j'ai entendu dire également que les fibres naturelles, qui elles aussi avaient des traitements d'ennoblissement spécifiques, pouvaient être aussi néfastes pour la planète. Donc quid de ça, parce qu'on met aussi beaucoup de projecteurs sur ces matières-là, mais quid du reste? Peut-être que Patrick, tu réagisses par rapport au passeport produit élargi qui va jusqu'au recyclage. Oui, alors donc sur cette notion de traçabilité, de transparence, la transparence, c'est bien une stratégie de communication. C'est qu'est-ce que je veux restituer comme information, et comment je veux restituer une information qui va être la plus réelle possible, et la moins controversée possible par un lanceur d'alerte, par un organisme, un tiers de confiance, un organisme de contrôle. Aujourd'hui, la marque, elle a deux moyens de communiquer en transparence. Un, par les labels, par la réglementation qui implique une auditabilité de sa communication, de ce qu'elle va afficher. Et puis après, il y a la valorisation de son produit. Et donc par rapport, alors je ne sais pas si votre question c'était sur la transparence par rapport à la qualité de la matière qu'elle allait donner. Aller jusqu'au bout de la filière de recyclage, et que dans un article recyclé, on ait l'information finalement de combien, d'où ça vient, et de remonter. Donc sur le passeport, donc il y a l'indicateur de recyclabilité pour dire voilà, mon produit il est capable d'être recyclé, etc. Et ensuite le passeport numérique produit sur lequel on travaille, il aura aussi une deuxième vie, une vie post-consumer. L'enjeu c'est de pouvoir aussi acquérir de l'information sur le cycle de vie du produit, si je suis dans est-ce que mon produit a été réparé, est-ce que le produit, et de pouvoir aussi créer une relation entre la marque et l'usager du produit, quel que soit l'usager d'ailleurs, si c'est le premier, celui qui a acheté, celui qui l'a loué, celui qui l'a racheté en seconde main, et donc de pouvoir aussi acquérir cette information, lui donner des éléments d'information, des prescriptions de nettoyage, de réparation ou d'entretien tout simplement. Donc on est bien jusqu'à peut-être le moment où il va être temps de le recycler, puisque peut-être que ce produit, à un moment donné de l'usage, il va être mieux valorisé en étant recyclé, parce qu'on va pouvoir le recycler qu'à partir du moment où il va être trop usé pour pouvoir être remis sur le marché. Donc on est aussi sur la création de cette relation entre la marque et l'usager tout au long du cycle de vie qui peut être très long. Donc le recyclage du produit, je suis assez d'accord, c'est la finalité aboutie, mais c'est aussi toute la gestion de ce cycle de vie qu'il va falloir animer et suivre dans cette relation. Et on a beaucoup de challenges et de verrous technologiques à lever pour garder l'information, ne serait-ce que demain quand l'article arrivera en centre de tri, donc après avoir connu toutes ses vies, qu'on puisse déjà avoir la connaissance de sa composition, et après qu'on puisse continuer à tracer. Là, il y a des challenges technologiques, mais c'est des choses qu'on regarde et qu'on adresse. En effet, il y a beaucoup de questions dans votre question, parce que la partie recyclée du textile, pour pouvoir refaire du textile en étant sûr de la composition d'origine, ça demande à ce que les outils de traçabilité soient déjà en place. Et par contre, on ne pourra pas attendre d'avoir 100% du post-consumer avec les outils de traçabilité pour pouvoir commencer à recycler du textile. Sinon, on va continuer à amonceler beaucoup de déchets et on n'aura pas beaucoup de matière pour amorcer ces filières-là. Donc, il y a une phase de transition qui risque d'être un petit peu compliquée.
et en tout cas sur lequel on a besoin d'outils qui sont autres que la traçabilité pour identifier les matières des produits qu'on collecte, comprendre où est-ce qu'on peut les envoyer, dans quel type de recyclage, pour faire quel produit derrière. Et en effet, on sait que dans cette phase de transition, il y a une étape sur laquelle on sera un peu incertain sur des pourcentages de polyester qui peuvent être mélangés à du coton. Même si on propose du polycoton, on sait que la part de polyester issue du recyclage, elle va varier un petit peu. Alors elle ne va pas varier de 0 à 50, mais elle va varier de quelques pourcents. Et je pense que cette incertitude-là, si on veut aller dans ces schémas-là, il va falloir l'accepter, parce que sinon techniquement on n'aura pas toutes les solutions. Après sur votre deuxième question sur le polyester de la bouteille doit rester à la bouteille, celui du textile doit rester au textile, ça engage d'autres questions. Une qui est dans le packaging, qui est du côté de la bouteille, où la bouteille c'est du plastique alimentaire, donc ils ont l'obligation, eux, dans leur production, de ne pas avoir plus de, je crois que c'est 5%, et je pense que c'est encore moins de matière qui n'est pas forcément initialement du plastique de qualité alimentaire. Donc de toute façon, eux, comme la réglementation leur demande de réintégrer du recyclage de leurs déchets, en tout cas des produits recyclés dans leur production, ils vont être obligés d'aller accéder à leur gisement de bouteilles, puisque c'est le seul qu'ils ont la capacité à utiliser dans leur production. Ce qui nous incite aussi à aller encore plus vite sur le sujet de recyclage de nos textiles, même si on sait que la vérité, on pense que le futur il va être assez hybride. On aura toujours des bouteilles et on aura du textile en plus, je pense. Et après il y a aussi des schémas de recyclage, comme le recyclage chimique, où on arrive à un process de recyclage qui nous emmène avant le polymère, au monomère, avant que ce soit polymérisé. Et donc là, il y a tellement de questions de l'emploi, puisqu'il faut refaire les étapes de polymérisation, etc. Néanmoins, aujourd'hui, on connaît assez peu quel est l'impact de ces process de recyclage, parce que on a vu le mécanique, on revient juste avant la filature, le thermomécanique, on va revenir juste avant le granulé qui permettra de faire le filage derrière. Avec le chimique, on revient avant la polymérisation. Donc on remonte très en amont dans l'échelle de valeur de la matière, dans la chaîne de valeur, pardon. Et donc du coup, on sait qu'on risque d'avoir des processus plus impactants, mais aussi plus tolérants qui permettront de compléter la chaîne globale. Merci Alice pour ta question vaste et merci à vous tous pour vos réponses. Je ne sais pas si au niveau du timing, il me semble qu'on est plutôt bon. On est les derniers. Alors si vous avez encore des questions... En tout cas, voilà, le dernier message que nous on a à vous faire passer, c'est que le 20 octobre se tient notre événement annuel qui se tient donc sur le campus de l'école ingénieure Estia avec l'ensemble des membres de la chaire. On restitue nos travaux, on invite aussi d'autres gens qui innovent, qui font l'innovation à partager avec nous. Vous êtes donc les bienvenus le 20 octobre prochain. Pour être tenus informés et recevoir les mails, il y a soit le site de la chaire Bali, soit le LinkedIn aussi. Voilà, vous pouvez vous abonner et vous aurez toutes les informations. Et on aura des workshops dédiés où chaque groupe de travail qui est porté par chaque leader vous permettront par petits groupes de 20 personnes de challenger vos activités, vos produits sur les indices de recyclabilité par exemple. Est-ce que votre collecte est efficiente? Est-ce que votre traçabilité peut être mise en place facilement? Est-ce que vous pouvez adresser la fabrication à la demande? En tout cas, on sera là pour travailler avec vous et partager le 20 octobre et je vous invite donc à venir nombreux. Et en plus, c'est à Bidart sur la côte basse, donc c'est plutôt agréable. Merci à vous.